Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'affaire des disparus de la chaîne himalayenne. Je tenais avant tout à vous remercier pour ma dernière vidéo. Elle vous a plu et je vous en remercie car c'est beaucoup de travail. Comme vous me l'avez demandé, il y aura bien sûr une suite. Ces affaires de disparitions inquiétantes multiples dont nous parlons aujourd'hui concernent plusieurs jeunes femmes et jeunes hommes de différentes nationalités qui ont tous mystérieusement disparu dans la chaîne himalayenne, surtout au Népal, sur une période s'étendant sur une vingtaine d'années. Si certains d'entre eux ont été retrouvés, victimes d'homicides violents ou d'agressions, qu'ils l'ont été tout autant, jamais cependant sur place, une explication rationnelle n'a été trouvée pour expliquer tous ces crimes et méfaits. Jamais non plus les autorités locales n'ont voulu collaborer avec les familles des disparus ou les autorités consulaires, ni n'ont plus fait le lien entre toutes ces affaires où les similitudes troublantes sont pourtant nombreuses, répétitives et parfois même évidentes. Cependant, ne blâmons pas trop vite les autorités locales et nationales népalaises. La formation policière et les secours locaux, dans leur organisation et leur méthode de travail et d'investigation, ont sans doute encore à apprendre des nôtres, c'est évident. Et l'attrait du tourisme montagnard, exponentiel dès la moitié du XXe siècle, est un pan essentiel, sinon vital, de l'économie de ces pays et de ces régions reculées, ne l'oublions pas. Quant au rapport à la mort et à la fatalité, l'interférence constante de la religion hindoue locale, des rites, des sacrifices, ils ne sont pas les nôtres non plus. Alors revenons simplement et modestement sur ce que nous savons, et c'est toujours trop peu, bien entendu, pour tenter de retracer la chronologie de tous ces faits tragiques et cruels qui s'y sont accumulés depuis des décennies. Nous sommes donc au tout début du XXe siècle, dans le parc national népalais du Langtang, niché au cœur même de l'immense chaîne himalayenne. Flirtant avec des altitudes de 5000 à 6500 mètres, presque partout, c'est un lieu sublime de pureté, de beauté et de charme. Mais n'oublions jamais que ceux qui s'aventurent ici sont loin de tout, comme seuls au monde, dans un environnement minéral et végétal. L'erreur, l'imprudence, la négligence ne pardonnent pas ici, jamais. Mais malgré sa beauté exceptionnelle, sa faune et sa flore encore largement préservées, ce parc national népalais du Langtang traîne aussi, dans son histoire, un passé bien plus sombre et plus tragique, cumulant, sans explication aucune, la disparition avérée ou la mort, l'assassinat ou le meurtre, on ne saurait le dire à ce stade, mais évident et démontré, de plusieurs visiteurs, touristes, randonneurs, grimpeurs de sommets au cours des 2 dernières décennies. En matière de temps, c'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup, car des milliers de personnes, tout attirées par cette région sauvage et ses charmes fous, viennent ici chaque année relever des défis personnels ou collectifs. Et quand on y pense, c'est peu, car tout se passe toujours dans la même région, selon un modus operandi quasi identique, qui laisse quand même perplexe. Quant aux victimes,
Tout a été fait, en son temps et en vain, hélas, pour tenter de trouver un fil conducteur entre elles, aussi mince soit-il. Mais les efforts n'ont sans doute pas été suffisants et persévérants. Elles venaient toutes d'horizons socio-professionnels différents, avaient des âges très variés, arrivées de pays sans aucun lien entre eux, dispersées à travers les 5 continents, disparaissaient à des périodes fort disparates dans l'année, n'avaient non plus aucun projet commun, aucune affinité particulière, aucun lien de famille, relationnel, amical, religieux, philosophique, culturel ou professionnel n'a pas non plus pu être mis en avant entre eux. D'évidence, nous sommes en face de victimes isolées et successives, victimes d'un ou de plusieurs assassins machiavéliques, bien organisés ou tout simplement très opportunistes, ou, autre possibilité, un temps étudié, de phénomènes non encore expliqués à ce jour. Fatalité redondante, mystère absolu, coïncidence extraordinaire, tout est envisageable. Mais cela devait absolument être traité. Sans grande surprise, les autorités népalaises ont, en ces premières années du siècle, été accusées d'indifférence et de négligence, notamment dans la menée des enquêtes ouvertes à la demande des familles ou des proches, en ne voulant surtout pas affoler ou inquiéter les milliers de touristes, randonneurs, alpinistes chevronnés ou amateurs, parmi lesquels bon nombre de femmes, véritables mannes financières et touristiques, dans la chaîne de montagnes la plus célèbre du monde. Car sans cette montagne, le pays n'est rien. Tout commence en l'an 2000, année où un jeune randonneur britannique a été retrouvé mort dans le cours de la rivière Langtang, qui descend des hauts plateaux. Il avait disparu depuis quelques jours déjà, mais personne ne s'en était vraiment inquiété. Ici, tout le monde randonne et escalade seul, sans trop aviser les autres. C'est une constante très souvent observée en haute montagne sportive. Curieusement, après une enquête éclair qui apparaîtra comme peu approfondie et sans aucune vérification matérielle, les pêcheurs qui ont découvert le corps flottant entre 2 eaux, tout à fait par hasard, semble-t-il, et l'ayant donc signalé aux autorités, ont été hâtivement jugés et emprisonnés pendant près d'une décennie. Mais tous les villageois de la région de Langtang qui avaient été interrogés disent que les pêcheurs n'ont rien fait de mal et que les gens qui ont commis ce crime n'ont en fait jamais été pris. On comprend mieux, après cela, la réticence des habitants locaux de ces vallées reculées à parler et à s'épancher. L'affaire en était restée là, aux grandes dames des autorités consulaires britanniques. En 2005 déjà, des diplomates français avaient tiré la sonnette d'alarme une toute première fois, en découvrant du sang, des vêtements et d'autres objets de trek et de randonnée, ayant appartenu à Céline Henry, âgée alors de 31 ans, et à Sabine Ursula Grunet-Klein, 32 ans également. Les 2 amis avaient disparu à jamais dans la forêt de Nagarjuna, une réserve naturelle particulièrement riche en faune et en flore himalayenne, tout près de la capitale népalaise. Katmandou, à l'extrémité sud du trek, Langtang et Lambu, très connus et très fréquentés. La première à avoir disparu a été Céline Henry, 31 ans, jeune randonneuse française, dont on sait, et c'est la seule certitude dans cette affaire, qu'elle a bien paraphé le registre des visiteurs à Nagarjuna, le 3 septembre 2004. Elle aurait certes paraphé le registre, mais non signé, diront plus tard les autorités népalaises, conscientes sans doute des immenses lacunes de son organisation. En tout état de cause, sa famille a signalé sa disparition à l'ambassade de France à Katmandou, 1 mois plus tard, étant restée sans nouvelles d'elle depuis tout ce temps. En ce temps-là, l'ambassade de France au Népal, M. Michel Jolivet, a pris l'enquête à bras-le-corps.
Patiemment, il a remonté les chevaux et a pu se rendre sur les traces supposées de Céline. Il y fait quelques découvertes intéressantes. Une bouteille d'eau, un maillot noir et un soutien-gorge. Il a prévenu les services de police locaux et, au vu de la personnalité du requérant, une enquête est quand même ouverte. Mais l'affaire s'avérera cruelle. En effet, la découverte de traces de sang et ce qui ressemble fort à une scène de crime démontrera après analyse qu'il s'agit en réalité d'une autre victime. Et cette victime sera identifiée comme étant la jeune Sabine Grenneclé, une ressortissante allemande, originaire de la capitale bavaroise, Munich, elle aussi portée disparue depuis plusieurs mois. Sabine aurait été vue pour la dernière fois le 16 octobre 2004, dans les environs de Katmandou, mais n'a jamais rejoint l'aéroport international le 18 du même mois pour y retrouver son ami Dolan, comme il l'avait prévu. Une recherche un peu plus poussée a permis de retrouver sur place les clés de Céline et des pages arrachées de son passeport, ainsi que le permis de conduire de Sabine. Le lien est fait entre ces deux disparitions concomitantes. Bien vite, car ce sera sans véritable preuve avancée, les autorités népalaises affirmeront haut et fort. Il semble qu'il y ait un tueur en série, car nous avons trouvé des choses là-bas, ayant appartenu à ces deux dames, et il semble avéré que le coupable soit le même, a déclaré le commissaire de police local Pintambar Aki Hari. Peut-être, mais il lui appartient dès lors d'étayer ses soupçons. Dire est une chose, démontrer en est une autre. Et la police népalaise n'excelle pas dans ce domaine, c'est le moins que l'on puisse dire. Car à bien y réfléchir, ces deux affaires qui n'en font désormais plus qu'une seule présenteraient d'étranges similitudes et des coïncidences plus que troublantes avec un certain nombre de meurtres de routards commis en Asie dans les années 1970 par le tristement célèbre Charles Sobhraj, dit le Serpent. Et chaînon essentiel de toute cette enquête, parmi la vingtaine de victimes présumées de Charles, connues et identifiées formellement, 2 avaient bien été tuées à Katmandou, la capitale du Népal. Tueur en série affirmé, froid comme la glace, insensible comme le roc, Charles Sobhraj, dont la vraie identité est Atchang Baonani Gurumung, plus communément appelé Charles, né le 6 avril 1944 à Saigon, au Vietnam, est un homme brutal et sans empathie, un fraudeur né et un voleur astucieux. Il s'est, dès la fin des années 1960 et les années 1970, attaqué aux touristes occidentaux, bien imprudents, voyageant sur la très mythique et très à la mode piste hippie, traversant tous les pays de l'Asie du Sud. Il était plus connu sous le nom de Bikini Killer, un drôle de surnom, en raison de la tenue vestimentaire de plusieurs de ses victimes, ainsi que le Splinting Killer, ou encore, et le mot est allègrement répété sur place, le serpent, pour sa capacité à éviter d'être détecté par les autorités. On pense raisonnablement que Charles a assassiné au moins une vingtaine de touristes en Asie du Sud et du Sud-Est, dont 14 dans la seule Thaïlande, durant ces années-là, pour systématiquement les dépouiller, les agresser sexuellement et les assassiner, témoins gênants de ces forfaits, puis les abandonner dans la nature. Finalement, la justice et la coopération policière et judiciaire naissante, il sera quand même arrêté, jugé, lourdement condamné et emprisonné en Inde, de 1976 à 1997. Après sa libération le 17 février de cette année-là, il quitte le sous-continent indien et rentre en France et s'installe dans le quartier chinois du 13e arrondissement parisien. Mais l'appel de l'aventure est la plus forte et Charles se rendra à nouveau en Asie du Sud-Est pour y réaliser un documentaire au Népal en septembre 2003. Là encore, son impunité qu'il croit n'avoir jamais perdue au fil de ses crimes précédents et se croyant au-dessus des lois et des règles des hommes, le desservira une seconde fois. Là aussi, il sera reconnu, arrêté, puis jugé et condamné à la prison à vie pour le double meurtre commis en 1975 d'une Américaine et d'un Canadien,
Puis en août 2004, il est condamné à la prison pour le meurtre de Connie Jo Brownsing, elle aussi assassinée et mystérieusement disparue au Népal. Finalement, le temps passe et le 21 décembre 2022, la Cour suprême du Népal ordonnera sa libération de prison en raison de son grand âge, après qu'il a eu purgé 19 ans de sa peine de prison au Népal. Il a alors 78 ans et c'est un vieux monsieur, malade de surcroît. Les autorités népalaises ne souhaitent pas qu'il reste incarcéré chez elles et qu'il décède affaibli, mal soigné, dans un établissement pénitentiaire du pays. Beaujoueur, le ministre de la Justice népalaise, procède à sa libération le 23 décembre 2022 et le fait aussitôt expulser vers la France. Ben voyons. Décrit comme beau, charmant et totalement dépourvu de scrupules, il utilisa de tout temps son apparence et sa ruse pour faire avancer sa carrière criminelle. Long comme le bras, sordide comme un mauvais roman policier, et obtenir le statut de célébrité, ce après quoi il a couru toute sa vie durant. De façon plus anecdotique, disons aussi, pour conclure ce chapitre, que Charles a fait l'objet de pas moins de 4 biographies, de 3 documentaires, d'un film de Hollywood, film intitulé Men or Charles, et de la série dramatique The Serpent, diffusée par la BBC en 2021 en 8 parties, avec un succès notable auprès des téléspectateurs. Tel était la vie de Charles. En début d'année 2006, Kristina Kavacevic, une randonneuse allemande aguerrie, âgée de 41 ans, a subitement disparu au Népal alors qu'elle faisait du trek. Son corps décomposé a finalement été retrouvé dans la région de Solukhane-Ambo en mai 2006. Les autorités népalaises, comme souvent, ont conclu un peu hâtivement peut-être à un banal accident de haute montagne. Mais les membres de la famille non informés ne sont toujours pas convaincus de ces explications. La sœur de la victime, Caroline Steenkup, qui s'était rendue dans la région de Khumbu pour procéder seule à des recherches plus approfondies, affirmera alors qu'un guide de trekking était venu la voir à Namche et lui avait dit qu'il était tombé sur le corps de sa sœur. Elle a donc marché jusqu'à l'endroit désigné par cet homme et sur place, il y a découvert que sa sœur était sans conteste tombée d'une falaise de 200 mètres de haut avant de décéder faute d'aide et de soins. Caroline soupçonne quand même qu'un acte criminel ait pu être commis et ait ainsi occasionné la mort de sa sœur. Elle a dit que Kristina avait peut-être été volée de tous ses effets, comme son argent personnel, ses cartes internationales de crédit, son sac de couchage et même ses indispensables chaussures, jamais retrouvées et poussées en bas de la falaise. Tous ceux qu'elle avait encore, c'était le pantalon et la chemise qu'elle portait. C'était bien insuffisant vu l'altitude et la météo assez d'être là. Cependant, elle sait qu'elle ne peut pas dire avec certitude qu'elle a été tuée, parce qu'il n'y a aucune preuve formelle. La dernière fois qu'elle a eu de ses nouvelles, c'était le 13 mars 2006. Kristina avait alors envoyé un courriel à sa sœur Caroline depuis Namche. Elle est peut-être morte le 15 mars. Quelques années plus tard, en 2008 donc, une autre affaire de disparition tout aussi étrange. Il s'agit cette fois-ci d'un jeune alpiniste américain. Va remettre cette région au cœur de l'actualité. Alors que son frère Julien Wynne a disparu dans la chaîne himalayenne depuis plusieurs semaines déjà, au cœur même du massif de l'Everest, où il était parti en expédition. Rachel Crotter, sa sœur, jette un pavé dans la mare, et ce pavé va largement et longuement éclabousser toute l'administration népalaise. Sûre qu'elle a raison, forte et déterminée, elle médiatise largement l'affaire et saisit sans hésiter le banc et l'arrière-banc de toutes les administrations, autant américaines que népalaises. Elle démontrera devant des centaines de journalistes que la famille du jeune Américain a dû se débrouiller seule pendant près d'1 an sur place dans un pays lointain à l'administration paresseuse et très largement corrompue. Les rares enquêteurs disposés à aider les familles des disparus, car elles n'étaient pas seules, étaient souvent incompétents ou alors erraient
promus, mutés, évincés. Les rares témoins dignes d'intérêt se retrouvent licenciés ou sont partis sans laisser d'adresse. Pas de contact possible, pas de point de situation régulier. Et, confirmant hélas cette mauvaise impression d'ensemble, les autorités consulaires n'ont pas plus de succès. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir, rien à entendre. Si la police népalaise dit tenir des registres du nombre exact de randonneurs et randonneuses qui ont été victimes de crimes violents, elle ne montre rien, n'ouvre aucun dossier ou fichier digne d'intérêt. Une chape de plomb institutionnelle se double d'une amerta absolue. Si bien qu'il apparaît très difficile de déterminer combien de randonneurs, hommes ou femmes, ont réellement disparu ici au fil des ans, quelle qu'en soit la raison. Les rares libellés retrouvés sur des dossiers disjoints sont locaniques, a disparu, n'est pas rentré, n'a pas donné de nouvelles, recherche vaine, etc. N'oublions pas, et c'est tout l'intérêt qu'offre le pays, que les touristes viennent au Népal de dizaines de pays différents, ce qui signifie que les nouvelles à leur sujet sont dispersées dans le monde entier. Selon Christopher Patch, ancien chef consulaire adjoint à l'ambassade des États-Unis, des dizaines de randonneurs occidentaux ont disparu sur des itinéraires de trekking populaires au cours des dernières décennies, sans que les autorités locales népalaises ne s'en émeuvent sérieusement. Et ce malgré les relances de diverses ambassades de pays étrangers. Pour bien comprendre, revenons un instant sur les spécificités de ce pays. Il se dénomme officiellement la République fédérale démocratique du Népal. Et c'est un pays totalement enclavé d'Asie du Sud. Il est principalement situé dans l'Himalaya, mais comprend également des parties de la plaine indo-gangétique. Il est bordé par la région autonome du Tibet au nord et par l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest, tandis qu'il est étroitement séparé du Bangladesh par le corridor de Siliguri et du Bhoutan par l'État indien de Sikkim. Sa géographie est assez diversifiée, avec notamment des plaines fertiles, des collines boisées, subalpines et 8 des 10 plus hautes montagnes du monde, dont le mont Everest, le point culminant du globe. Katmandou est la capitale du pays et la plus grande ville, mais pour beaucoup d'alpinistes, c'est plutôt une grande bourgade, point d'arrivée et de passage obligatoire. Voilà ce qu'on pouvait dire du pays où l'alpinisme et la quête de très hauts sommets couvrent l'essentiel de l'activité économique. Autre fait sordide, autre crime jamais résolu par les autorités népalaises. En avril 2010, après avoir longuement voyagé, plus de 5 mois durant, à travers l'Inde et le Sri Lanka, Caroline Sacco, une ressortissante américaine âgée de 23 ans, a décidé, avant de rentrer aux États-Unis, de terminer le voyage d'une vie par un trek en solo dans l'Himalaya. Au Sri Lanka, elle avait cherché des poulpes dans l'océan Indien et en Inde. Elle a fait du bénévolat dans un orphelinat et étudié le yoga dans un ashram à Mysore. Après cela, elle s'est rendue à Darjeeling, en Inde, puis, toujours décidée de faire son trek himalayen en solo, elle se rend donc au Népal, base de départ incontournable de toutes ses expéditions. Caroline avait dit à sa famille, restée au pays, qu'elle ferait de la randonnée dans le parc national du Langtang, à la frontière tibétaine, et qu'elle reviendrait les voir dans quelques jours, une fois son périple accompli. Mais ils n'ont plus jamais entendu parler d'elle. Elle était en contact quasi constant avec ses parents lorsqu'elle a entamé cette randonnée en solo dans le Langtang, le 21 avril 2010. Mais elle ne donnera plus de nouvelles après cette date. Ses parents, ses proches s'inquiètent très vite. Ce n'était pas tout simplement dans sa nature de ne pas donner de nouvelles. Alors, n'y tenant plus, au début du mois de mai 2010, sa mère Connie contacte l'ambassade des États-Unis.
à Katmandou au Népal. Des fonctionnaires de l'ambassade lui font savoir que des troubles civils, un soulèvement maoïste auraient raisonnablement pu retarder Caroline dans les montagnes. Le 16 mai 2010, sans nouvelles récentes et face au silence des autorités népalaises, Paul, le père de Caroline, s'envole finalement pour Katmandou au Népal. Il part à la recherche de sa fille et il sera rejoint sur place quelques jours plus tard par son fils aîné, Grofton, alors âgé de 25 ans. Caroline a été vue pour la dernière fois déambulant dans les petites ruelles du village de Langtang, le 22 avril 2010, à 35 miles au nord de Katmandou. Un lieu détruit par la suite par un glissement de terrain causé par un tremblement de terre en avril 2015. Les villageois rencontrés ont d'abord dit au père et aux frères de Caroline qu'elle était partie dans l'après-midi, mais certains ont ensuite changé leur version, disant qu'au final, ils s'étaient trompés et qu'en fin de compte, ils ne l'avaient pas vue. Pression intolérable des autorités sur les villageois, méprise toujours possible de la part de braves gens. Peur, panique de la possible ouverture d'une enquête, sujet largement craint et tabou dans ces contrées reculées. Le père et le frère de Caroline ne sauront jamais plus, hélas. L'Américain Scott McLennan s'est joint aux recherches et a largement épaulé la famille. Il a dirigé des expéditions sanitaires et organisé des voyages médicaux dans le Langtang pendant une décennie. Il connaît bien le Népal, sa population, ses rites et sa culture. Bien moins optimiste que le père et le frère, il craint malheureusement que Caroline ait pu être victime de groupes de jeunes soldats népalais, agissant comme gardes forestiers dans les parcs nationaux du Népal. Ils ont toujours traîné cette mauvaise réputation de tenter d'abuser par la ruse ou la force, s'il le faut, des femmes. Alors, une femme et jolie touriste seule était une proie facile pour eux, selon lui. Il explique qu'aucune des filles qui ont travaillé pour moi dans la clinique médicale n'a jamais voulu y passer la nuit, parce que c'était isolé et situé tout à côté d'un poste de l'armée. Un expatrié néerlandais qui dirigeait en ces années-là une organisation de sauvetage à Pokhara, affirme quant à lui que la disparition de Caroline était sacrificielle, l'œuvre de sorcières qui vénèrent Kali, la déesse hindoue de la mort. Plusieurs Népalais accusent en effet Caroline de mœurs libertines, toujours par rapport à la culture du pays. D'autres théories, peut-être un rien farfelu, car peu étayées, signalaient des visions où Caroline était retenue par des lamas dans un monastère isolé ou qu'elle avait été enlevée par des trafiquants sexuels et conduite de force au Pakistan. Une adolescente de l'ethnie Tamaang affirmera même qu'elle sait de sources sûres que 3 garçons l'auraient enterrée sous un tas de pierres, là où la forêt se transforme en toundra de couleur ocre. Mais cela aurait pu être un accident survenu le long de la rivière, comme le suggèrent certains habitants, plus terre à terre. Le sentier suit en effet les berges souvent escarpées de la rivière et oblige à traverser l'eau à plusieurs reprises, malgré les risques avérés de chute, le fort courant, l'absence de pont ou d'une simple rambarde. Caroline ne serait pas la seule randonneuse à être victime du terrain dangereux du Népal. Dans les années qui ont suivi sa disparition, la famille de Caroline s'est rendue plusieurs fois au Népal, établissant des contacts locaux pour tenter de la localiser ou, plus modestement, de recueillir des informations sur elle. Ils ont fait en sorte que des politiciens clés dans leur état d'origine, le Colorado, et même le FBI travaillent sur l'affaire pour faire monter la pression sur le gouvernement népalais. Mais une fouille plus minutieuse, entreprise ultérieurement dans la région de Langtang, ainsi que des recherches plus poussées au village même de Langtang et le long de la rivière ultérieure n'ont pas permis de retrouver la moindre trace. Le moindre indice,
accréditant l'une ou l'autre des thèses. Connie Sacco, la mère de Caroline, a déclaré à propos de la disparition de sa fille que les autorités locales avaient refusé d'utiliser du matériel de recherche spécialisé. Elle est ainsi en droit de penser que le gouvernement népalais et la police locale ne veuillent pas savoir ce qui est vraiment arrivé à Caroline. La police népalaise a défendu bec et ongles ses actions, affirmant qu'elle avait fouillé la zone de manière très approfondie et qu'elle avait même demandé l'aide des sorciers. Le lien entre la science et la sorcellerie n'est pas évident pour nous Européens, rationnels et cartésiens, mais il semblerait culturellement plus acquis au Népal. Paul et Connie sont retournés au Népal pour la 3e fois en avril 2013. Lors de réunions avec des témoins, ils ont appris que des soldats, hypothèse crapuleuse déjà évoquée, souvenez-vous, s'étaient bien approchés de la maison de Namaste le jour du départ de Caroline. Et à peine 3 mois plus tard, le 31 juillet 2013, ils apprennent par un habitant de Langtang que les assassins de Caroline, en fait un assassin et 2 complices, ont été confondus et arrêtés. La version est confirmée aux autorités consulaires américaines, qui la répercutent à la famille. L'appareil photographique de Caroline aurait également été retrouvé chez l'un des 3 hommes. Mais un rebondissement de taille va intervenir. Car après seulement 28 jours de détention et en l'absence de toute preuve matérielle, les 3 suspects ont été libérés par la justice népalaise. Par la suite, aucune autre arrestation n'aura lieu et l'affaire sera finalement classée sans suite, au désespoir des membres de la famille. D'autres disparitions troublantes ou agressions physiques sévères viennent encore allonger la longue liste des jeunes gens victimes de prédateurs népalais ou internationaux, prêts à tout. Ainsi, la jeune Lena Session, âgée de 23 ans lors de sa disparition, originaire des États-Unis, faisait de la randonnée seule en décembre 2011, dans la même région du Langtang au Népal, lorsqu'un homme portant un grand masque noir s'est approché d'elle. Il était porteur d'un couteau tribal et l'a violemment menacée. Elle déclarera aux autorités policières qu'elle avait finalement réussi à s'échapper en se débattant vigoureusement, rassemblant toutes ses forces après que son agresseur, très nerveux et très excité, eut clairement menacé de la tuer si elle ne se soumettait pas à une relation intime qu'il exigeait d'elle. Son regard, ajoutera-t-elle, était plein de haine et de violence. Autre affaire, même lieu et mode opératoire, proche. Là, si on peut dire, c'est encore plus grave et plus insoutenable. C'est au début du mois de juin 2012 que Debbie Mavo, une jeune randonneuse belge de 23 ans, disparaît dans des conditions inexpliquées au Népal. Le 31 mai 2012, elle avait entrepris une grande randonnée prévue sur 6 jours et devait rejoindre Gozengond, un magnifique lac de montagne, d'une grande importance pour les hindous. Son retour en Belgique, planifié pour le 9 juin 2012, n'aura, hélas, jamais lieu. Une enquête est certes ouverte, pour ne pas qu'il soit dit plus tard que rien n'a été fait. Et cela paie, car à peine 10 jours plus tard, le 14 juin 2012, on retrouvera le corps mutilé et décapité de la jeune fille tout près d'un sentier de randonnée, dans le cœur même du parc national de Langtang. L'autopsie pratiquée déterminera qu'elle n'a pas été agressée sexuellement avant d'être assassinée. Ses vêtements, ses sous-vêtements, ses effets personnels, dont son appareil photographique et l'équivalent de 100 roupies népalaises en argent liquide, avaient été retrouvés intacts par les autorités policières locales. C'est finalement la piste d'un crime rituel qui a été retenue pour expliquer cette disparition et la fin tragique de cette jeune touriste belge. Nous l'avons vu,
au travers de ces quelques exemples, car la liste de ces disparitions inquiétantes et brutales n'est pas, loin s'en faut, exhaustive, qu'au Népal, pays de la randonnée en haute montagne et du trek, la forte culture locale, la religion sacrée, les tabous toujours encore tenaces, une forme certaine de passivité, de négligence et de corruption administrative s'entremêlent allègrement. Dès lors, et c'est une évidence, il est très difficile pour tout ressortissant étranger de mener parallèlement aux enquêtes dites officielles des enquêtes personnelles plus profondes, plus objectives, bâties non pas sur des convictions mais bien plus sur des preuves et des éléments tangibles. Et s'il est vrai que, sous la pression internationale, les autorités népalaises ont enfin consenti à des efforts notables, le chemin à poursuivre restera long. Mais le plus important, ayons une pensée pour toutes ces victimes. C'est la fin de cette terrible affaire des disparus du Népal. Malheureusement, il y en a bien d'autres. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.